Bonsoir, exercice. Merci de votre présence à cette première conférence. Je voulais peut-être rappeler quelques mots de l'histoire des conférences du musée. Dans l'ancien musée, nous organisions comme cela des séances de conférences. On l'a fait quelques fois. Et puis, il y a eu un peu ce travail, cette transition entre l'ancien et le nouveau musée. Et depuis qu'on a ouvert le nouveau musée en juin 2022, nous n'avions pas encore eu nous n'avions pas encore repris cette idée, ces projets de conférence. Voilà, il y avait un petit moment de transition qui était nécessaire, il fallait reprendre ces bonnes habitudes, et, nous y voilà. Donc, 2 ans, 2 petites années après l'ouverture du musée, on reprend ce rythme de conférence d'une manière un peu différente. On va l'organiser une fois par mois. On a appelé ça les conférences du jeudi, et une fois par mois, nous organisons une conférence qu'on a présentée dans notre petite plaquette. Par d'entre vous, vous avez eu cette dernière moment d'inauguration de l'exposition Antoine Le Verrier. Vous avez distribué cette petite plaquette. Vous avez donc la liste des conférences, et pour ceux qui ne l'ont pas eu, vous pourrez le prendre à l'accueil, bien sûr. Vous avez la liste des conférences qu'on va organiser tout au long de l'année. Et nous espérons vous accueillir régulièrement sur des thèmes assez variés qui peuvent aller de l'objet d'art au vitrail, à la création contemporaine. En fait, on va parler de verres qui sont liés à nos collections muséales, bien sûr. Et cette première conférence donc, que nous vous proposons est liée à l'exposition que vous avez vue, bien sûr, des verres à inclusion du XIXe siècle, qui est présentée dans le cabinet d'art graphique, qui pour l'occasion est devenu un petit peu un cabinet des médailles. Nous présentons cette collection d'Arnis, une partie de la collection d'Arnis, parmi les plus belles pièces que ce collectionneur avait rassemblées, de verres à inclusion de cristallo-cérame et d'émaux. Et c'est dans ce cadre-là que nous accueillons donc Monsieur Dufresne, Roland Dufresne, qui est expert en objets d'art auprès des ventes publiques et spécialisé dans le domaine des arts décoratifs, mais aussi peut-être plus particulièrement dans le domaine des objets d'art en verre du XVIIIe et XIXe, qui d'une part a déjà beaucoup travaillé sur la cristallerie de Clichy, sur lequel vous avez rédigé un très bel ouvrage il y a quelques années, et qui connaissait aussi, puisque M. Darnis est décédé, je crois que je l'ai dit à quelques personnes au moment de l'inauguration de cette exposition, M. Dufresne connaissait M. Darnis, connaissait plutôt même très bien M. Darnis, et donc il est la personne idéale pour nous parler de la constitution de cette collection de M. Darnis, et plus largement de ces cristallo-cérame et des cristallo-émaux du XIXe siècle, dont il connaît le sujet à travers les ventes publiques où il est expert, et ce livre sur la cristallerie de Clichy. Merci d'avoir fait le déplacement, parce que M. Dufresne vient de Nice, pour cela. Ça nous fait bien plaisir. Mais c'est surtout en hommage à Léon Darnis qui est un ami. En hommage aussi à Léon Darnis. Merci beaucoup. Merci. Mais justement, je voudrais débuter par quelques mots sur le collectionneur qui a rendu possible l'exposition actuelle de cristallo-cérame, c'est-à-dire Léon Darnis. J'ai fait la connaissance de Léon Darnis à Londres dans les années 70. C'est pas d'hier. À cette époque, Londres était l'épicentre du marché européen du verre et du cristal ancien. Les marchands spécialisés du monde entier et quelques collectionneurs se retrouvaient dans les ventes organisées par les sociétés Sotheby's et Christie's. C'était notamment le cas pour les ventes de presse-papier et d'objets à décor en inclusion. Dans le cercle réduit des marchands et des collectionneurs français, apparut un jour un nouveau venu que chacun voulut connaître. C'était un vétérinaire de province qui était à l'époque député de Vendée, Léon Darnis. J'ai revu Léon Darnis à Paris dans les ventes spécialisées organisées à l'hôtel Drouot par l'étude Bois-Girard, ventes pour lesquelles je suis devenu expert dans les années 80. Nous avons alors lié une solide amitié qui a dépassé le cadre de la collection. Léon Darnis est né en 1928 au Mont d'Or, où ses parents tenaient une librairie. Peu de temps après, la famille s'installe dans le bourg familial de Saint-Élide, où les parents reprennent l'épicerie du village. C'est dans le climat rude des montagnes du Cantal que le jeune Léon va vivre une enfance rustique, proche de la nature. Très tôt, il découvre une passion
pour les animaux et décide de devenir vétérinaire. C'est ainsi qu'en 1947, après une année de préparation dans un lycée de Saint-Maur, Léon réussit le concours d'admission à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Durant ces 4 années d'études, Léon s'intéresse à la politique, notamment en ce qui concerne l'Europe. Et à partir de 1949, il représente l'école de Maisons-Alfort à l'UNEF. Après un service militaire à Oran, en Algérie, en tant qu'aspirant vétérinaire, il commence sa carrière professionnelle par des remplacements. L'un de ces remplacements l'amène à Esnay, en Vendée, où il doit séjourner 1 mois. En fait, il ne quittera plus la Vendée. Il fait la connaissance d'Annette, secrétaire dans l'usine de confection de son père, et le couple se marie le 9 septembre 1954 et s'installe au Poiré-sur-Vie, où Léon ouvre un cabinet. Son intérêt pour la politique conduit Léon à devenir député de Vendée entre 1974 et 1978, lorsque le député en titre, dont il est le suppléant, est nommé ministre par Valéry Giscard d'Estaing. Actif depuis longtemps au sein du conseil municipal de sa commune, il sera élu maire du Poiret de 1977 à 2001. En personnage éclectique, Léon Darnis est curieux de tout ce qui touche l'art. Avec Annette, il court les expositions, les antiquaires, les galeries, les ventes à l'hôtel Drouot. Il se passionne pour le cristal du XIXe siècle et particulièrement pour les cristallocérames qui témoignent de la vie politique, intellectuelle, artistique et religieuse de l'époque et reflètent l'esprit romantique qui imprègne l'ensemble de la société de la première moitié du XIXe siècle. Homme de grande culture, doué d'une mémoire impressionnante, Léon Darnis a consigné l'étendue de ses recherches et de ses connaissances dans des livres qu'il a consacrés aux objets de sa collection. Fréquentant les plus grands collectionneurs français et étrangers, il les recevait chez lui dans sa maison-musée du Poiret. Il participait volontiers à certaines manifestations. C'est ainsi qu'en 2001, j'ai participé en sa compagnie à la convention des collectionneurs américains des presse-papiers qui s'est tenue aux États-Unis dans l'impressionnant musée du verre de Corning. Je pourrais parler longtemps de ce personnage affable et bon vivant, pétri d'humour, qui savait captiver et réjouir son auditoire par d'inépuisables anecdotes vécues à travers les multiples facettes de sa vie, mais il est grand temps d'en venir au sujet principal de cette conférence, les objets en cristal à décor en inclusion. Merci, madame. Qu'est-ce que la cristallocéramie ? La cristallocéramie est l'art d'inclure un décor céramique dans du cristal. Une technique identique apparue quelques années d'écart permet d'inclure un décor émaillé sur paillon d'or ou d'argent. Lorsque j'ai débuté dans le métier, il y a un nombre conséquent d'années, les cristallocérames étaient appelés sulfures. Le terme anglais encore utilisé est sulfide. La raison généralement invoquée est que l'air emprisonné entre le camé et le cristal donne au sujet un aspect argenté comparable à un sulfure métallique. Insatisfait de cette appellation, j'ai rapidement situé le terme cristallocérame, qui m'a été inspiré par le nom que le verrier anglais Apsley Pellat donnait à la technique d'inclusion dans le cristal, la cristallocéramie. Concernant le décor céramique inclus dans le cristal, on emploie couramment le terme de camé, qui se réfère à la glyptique, c'est-à-dire à la sculpture et gravure en bas-relief sur pierre dure à strates de couleur. La raison pour laquelle on utilise également le terme de camé pour les cristallocérames vient du fait que dans les premières années de la technique, les moulages en pâte céramique étaient imparfaits et nécessitaient une retouche manuelle des détails. L'incrustation dans du verre, selon la terminologie du XIXe siècle, est une des rares techniques verrières qui n'a pas été héritée d'Antiquité. Le verre coloré, le doublage, le soufflage, le moulage, la taille, toutes ces techniques étaient connues depuis l'époque romaine, même si elles ont été perfectionnées par la suite. Mais hormis de fines feuilles d'or, le verre refusait obstinément l'inclusion de tout corps étranger qui provoquait d'irrémédiables cassures. Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle et l'apparition du cristal en France pour qu'une technique d'inclusion soit réalisée.
On doit son intervention au maître verrier Henri-Germain Boileau, qui en 1798 réussit à exécuter 3 inclusions de camées en céramique dans des fonds de verre en cristal à la verrerie du Gros Caillou, proche de Paris. Ça se situe actuellement entre les Invalides et le Champ de Mars. L'ingénieur verrier fabriqua les 3 médaillons avec une pâte composée de kaolin et de silicate de potasse qui, ayant une composition légèrement vitrifiée et un indice de dilatation proche de celui du cristal, rend la matière apte à être incrustée entre 2 couches de cristal. Le résultat de ces expériences est conservé par le musée de la manufacture de Sèvres. Il s'agit de 2 médaillons représentant les profils de Voltaire et de Benjamin Franklin, que vous voyez là, en témoignage de la rencontre de ces 2 hommes à l'Académie des sciences en 1778. Et il y a un troisième qui représente Jean-Jacques Rousseau. Vers 1800, le chimiste Jacques Chappé, directeur de la cristallerie de Montseny, au Creusot, réalise des moulages de médailles en argile blanche, dite terre de pipe, ou en stéatite, qu'il réussit à inclure dans le cristal. Mais la pâte utilisée par Boileau s'avère donner de meilleurs résultats. La technique est reprise et perfectionnée par 4 passionnés. On trouve au revers de certains camées, inclus dans le cristal, l'inscription imprimée « Després rue des Récollets, numéro 2 à Paris ». Ce Després, dont on ignore le prénom, était sculpteur à la manufacture de Sèvres en 1773. Il en est renvoyé en 1783, accusé de différents trafics avec le commerce parisien. Emprisonné, il avoue avoir mis au point une pâte spéciale dont il a composé des camées cuits dans le four de la manufacture à l'insu du directeur. Cependant, à Sèvres, on s'aperçoit que Després était indispensable pour ses connaissances car il détenait des secrets de fabrication. Sous la pression du personnel, il est réintégré dans la manufacture qu'il finit par quitter en 1796 pour s'installer à son compte à Paris, 2 rue des Récollets. Elle est actuellement dans le 10e arrondissement. Il produit et vend des camées moulées en biscuit rivalisant avec les productions anglaises pour la finesse du décor. Il n'y a aucun doute que certains de ces camées sont acquis par Baccarat ou Saint-Louis pour être inclus dans le cristal. Une médaille d'argent lui est décernée à l'exposition des produits de l'industrie en 1806. Les camées produits par Després représentent les portraits de personnages célèbres, ce qui sera également le cas pour les autres créateurs de cristallo-cérame. Ces portraits sont reproduits le plus souvent à partir de médailles créées pour l'Hôtel des Monnaies de Paris. Dans son livre sur les cristallo-cérames, Léon Darnis mentionne les médailles correspondant au sujet traité. Alors là, vous reconnaissez Napoléon, Louis XVIII, le comte de Chambord et Napoléon III. Vous voyez, c'est vraiment repris, typique, c'est moulé d'après les médailles. En 1812, Després fils, tu peux changer s'il te plaît, qui succédera à son père, dépose un brevet pour une nouvelle pâte émaillée, propice à l'incrustation. Il obtient une mention honorable à l'exposition des produits de l'industrie de 1819. En 1821, le Bazar parisien signale que Després fils vend des camées en porcelaine, qu'il incruste ces camées dans du cristal et décore des flacons, des bonbonnières, des vases et des pendules, avec des médailles antiques et modernes représentant les grands hommes et tous les souverains d'Europe. En fait, il n'incruste pas lui-même les camées dans le cristal, car il n'est pas verrier, mais il revend dans son magasin les cristaux au décor incrustés avec ces camées par les cristalleries de l'époque. La finition manuelle des camées, destinée à l'inclusion dans le cristal, limitait la production et était la cause d'un coût de revient important. Ce problème fut résolu par notre troisième personnage, un aristocrate agenais, le chevalier Pierre Bouton de Saint-Amand, qui est né en 1774. Fils d'un célèbre naturaliste et archéologue, Pierre Honoré suit les traces de son père et se passionne pour la botanique, la géologie et la chimie.
Selon les témoignages qui relèvent peut-être de la légende, après une jeunesse aventureuse mouvementée, le garçon est contraint, pour se soustraire au tribunal révolutionnaire, de s'enrôler dans les corps d'armée formés par Hoche pour soulever l'Irlande contre l'Angleterre. En 1797, il aurait été fait prisonnier par les Anglais lors de l'arraisonnement de son navire. Ce récit demande quelques réserves, car contrairement à la logique, Pierre Honoré réside librement en Angleterre où il épouse une Anglaise. Lors de ce séjour, il découvre les porcelaines et les faïences fines produites dans le pays, notamment celles de Westwood, aux détails imprimés extrêmement fins. De retour en France en 1804, il entreprend des expériences à la manufacture de Sèvres, mais sans grand résultat. Il retourne plusieurs fois en Angleterre pour des voyages d'études et de pratique, notamment à Londres, chez Apsley Pellat, détenteur d'un brevet de cristallo-céramique. Fort de ces nouvelles expériences, les essais qu'il poursuit en France à Sèvres et à la cristallerie de Moncenis sont enfin couronnés de succès. Il met au point une pâte permettant des moulages parfaits, ne nécessitant aucune retouche, ce qui lui vaut l'obtention de brevets en 1818 et 1822. Les cristallocérams effectués par Bounon de Saint-Amand, chez Apsley Pellat et à Moncenis, sont remarquables de qualité et d'un prix de revient très inférieur aux productions antérieures. Tu peux tourner, s'il te plaît. Le musée d'Agen, malheureusement fermé depuis quelques années, présentait plusieurs objets produits par le chevalier céramique. Là, on voit, alors vous avez, on peut, oui, c'est vachement. Il a travaillé aussi sur les émaux à inclusion. Là, on avait en haut, c'est un flacon qui a été fait chez Apsley Pellat et qui a comme décor Washington. Et en dessous, vous avez des très grands cristallocérames, parmi les plus grands qu'on connaît, qui sont les déesses antiques, Avesta et Hestia, hein, qui sont vraiment d'une qualité vraiment très. On doit à notre quatrième personnage la mise au point et le développement de l'inclusion dans le cristal de décor émaillé sur paillon d'or et sur paillon d'argent. Jean-Alexandre Paris, bijoutier joaillier, bijoutier joaillier installé à Paris, 13 rue Croix des Petits Champs, était spécialisé dans la fabrication de croix d'or en métal émaillé depuis 1805. Constatant le développement des cristallocérames et sachant vraisemblablement que des fines feuilles d'or avaient été incluses dans le verre par des verriers d'Antiquité, il a l'idée de créer des petites répliques de croix d'or avec des feuilles d'or ou d'argent, appelées paillons, qui sont estampées et colorées avec des émaux opaques ou translucides. Il fournit les cristalleries de l'époque et ouvre son propre four. En 1818, il met ses premières créations sur le marché. Ces incrustations sont présentées à l'exposition des produits d'industrie de 1819. Il s'agit de verres, gobelets et autres objets en cristal ornés de croix des Légions d'honneur, de croix de l'ordre de Saint-Louis et bientôt de médailles étrangères. Alors là, vous reconnaissez la Légion d'honneur. Celle à côté, c'est un émail double avec la croix de Saint-Louis. Et vous avez d'autres. Et là, ici, c'est le représentant du roi Saint-Louis. Et puis à gauche, un décor romantique de fleurs. Sa production va s'étendre ensuite à des sujets historiques, romantiques ou religieux. L'importance de son activité de verrier le conduit en 1828 à fonder une cristallerie à Bercy qui produira une gamme complète d'objets en cristal ou en opaline. Les travaux de ces chercheurs obstinés ont été à l'origine de la vogue des cristallocérames et des cristalloémaux, dont l'intérêt est d'avoir illustré la politique, l'histoire, la vie intellectuelle et le romantisme de la Restauration jusqu'au Second Empire. La technique d'inclusion dans le cristal était de deux sortes. Ah oui, alors c'était la suite. Alors, voilà d'autres incrustations. Vous avez un décor de fleurs. Vous avez un décor très républicain de coq avec les drapeaux. Là, et puis,
Voilà. Ici, on en parlera après, c'est des boîtes à mouches et puis un flacon avec une croix de l'ordre du bain anglaise. Tu peux tourner, s'il te plaît. La technique d'inclusion dans le cristal était de deux sortes. La plus simple, mais pas toujours la plus efficace, était de poser le camé directement sur le cristal, assez refroidi pour garder une forme constante et le recouvrir ensuite d'une fine couche de cristal malléable. C'est celle qui est au numéro 1. La seconde technique, la plus usitée, était celle de l'enveloppe. C'est-à-dire que l'on soufflait une bulle de cristal allongée sur le marbre pour obtenir un manchon qui était ouvert au ciseau à son extrémité. On glissait le camé dans l'ouverture, pratiqué, et on l'emprisonnait en serrant, en aplatissant le manchon. Taillé aux dimensions appropriées, le médaillon de cristal orné de son décor était réchauffé et appliqué à chaud sur la pièce réceptive du décor. Plus tard, pour des objets moulés et volumineux, l'applique des médaillons sera pratiquée au moyen de moules métalliques articulés. C'est vous voyez l'exemple numéro 3. Je peux tourner, s'il te plaît. On trouve quelques rares cas de cristallocérum peint. C'est vraisemblablement pour concurrer les émaux colorés que les céramistes ont peint leur camé, ce qui a parfois été probant. Dans un cas exceptionnel, le médaillon a été peint sur les deux faces. C'est ce que vous voyez en haut. Vous voyez la partie qui était visible à l'extérieur du gobelet, et ça, c'est la partie que l'on voyait à l'intérieur du gobelet. Vraiment, la technique est assez exceptionnelle. Après, vous avez une boîte à mouches, et puis ça, c'est le portrait du prince Albert d'Angleterre, qui a été coloré. Tu peux tourner, s'il te plaît? Alors, on va aborder maintenant les divers objets qui ont été faits avec des inclusions. Ce sont les gobelets ornés de cristallocéram, de cristalloémaux que l'on trouve en plus grand nombre. Ces objets étaient offerts à plusieurs occasions. Remise de médailles, baptême, communion, fiançailles, mariage, ou tout simplement pour manifester son amitié, des tendres sentiments, ou encore pour partager des affinités intellectuelles ou politiques. Or, les gobelets, la gamme des objets ornés est large, s'il te plaît. On trouve des plaques. Là, vous avez, c'est la duchesse d'Angoulême et puis Napoléon, bien sûr. Tu peux tourner, oui. Des verres à pied, avec des corps de fleurs ou des décorations. Tu peux tourner, s'il te plaît. Des flacons à parfum, ce sont les pièces les plus grandes, avec toujours des représentations avec des personnages. Tu peux tourner, s'il te plaît. Là, ce sont vraiment des formes de flacons très spécifiques de la restauration, qu'on appelait les flacons boules, qu'on trouve beaucoup en opaline, et donc toujours avec des camés et des cristallimaux. Tu peux tourner, s'il te plaît. Les flacons à sel. Bon, les flacons à sel étaient usés par les dames de la haute lors des soirées. Ouais. Pour éviter, voilà, pour pas se sentir mal, voilà, on respirait un petit peu des sels. C'était très bien, ça se faisait très bien à l'époque. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir, on a vraiment une variété de flacons à sel assez extraordinaire. On en a aussi en opaline, on a vraiment en cristal taillé, c'est vraiment très très manifeste de cette époque. Après, tu peux tourner s'il te plaît. On a aussi alors ces petites boîtes que l'on appelle les boîtes à mouches. On ne sait pas si vraiment, vous voyez ce que c'était les mouches, c'était les mouches qu'on mettait sur, les dames mettaient sur la joue. Alors on ne sait pas exactement, on a appelé ça des boîtes à mouches parce que c'est vrai, elles sont toutes petites et on ne peut pas mettre de cochon dedans, mais aussi ça pouvait peut-être mettre des pilules, des choses comme ça. Mais enfin, le terme qu'on s'est utilisé est le terme de boîte à mouches. Tu peux tourner s'il te plaît. On a aussi, alors par exemple, vous avez des seaux à cacheter, des poignées de porte, toujours avec des cristallocéram. Alors, on a très joli, un des plus beaux, moi c'est le plus beau portrait que j'ai jamais vu dans ma carrière, qui est en haut, qui est vraiment superbe avec un décor émaillé qui est fabuleux, qui est grand.
L'autre coffret, c'est avec un cristalocéram de Napoléon. Et voilà, oui. Et en bas, c'est une montbonnière avec le duc de Bordeaux. Merci. Et voilà des objets. Alors, des objets, vous avez chandelier, un miroir de table, superbe, et un vase. Il y a même eu des vases plus grands, un peu plus grands. Malheureusement, j'avais pas la photo, mais sur des pièces qui sont parmi les plus grandes faites parce que après ça devenait un petit peu compliqué. Et donc là, on a vraiment c'est vraiment un travail extraordinaire d'exécution. Après, s'il te plaît, merci. Et puis à la fin, à partir de 1846, est apparue une mode venue de Venise, la mode des presse-papiers, des serre-papiers, comme on disait à l'époque. Et donc, la cristalocéram ont trouvé le moyen de décorer ces. Alors, celui de droite est antérieur, hein, c'est vraiment à l'époque Restauration. C'est un modèle qui est exposé à l'exposition, qui est certainement un modèle unique. Moi, j'en ai jamais vu d'autres, parce que généralement, ces modèles, on en trouve avec des cristalocéram, mais avec un émail de Légion d'honneur dedans. Moi, c'est le seul que j'ai jamais vu. Merci. Tu peux. Alors, les cristalleries sont les centres de production des objets finis, car aucune manufacture n'a créé elle-même les camées ou les paillons d'or qu'elle se procurait auprès des céramistes spécialisés ou des émailleurs. La verrerie de prestige, apanage de Venise, de la Bohême, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, apparaît en France avec la création de la verrerie royale de Saint-Louis en 1767, laquelle réussit à produire le cristal qui était le monopole des verreries anglaises depuis plus d'un siècle, sous le nom de Flinglass. La manufacture deviendra la Compagnie des verreries et cristalleries de Saint-Louis en 1829. C'est-à-dire que les Anglais avaient vraiment le monopole, c'était un secret et qui était très très difficile à percer. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que, justement, à Saint-Louis, il y ait des verriers qui réussissent à trouver, à imaginer qu'il fallait mettre du plomb dans le verre pour un bain de cristal. Ce qui permettait de tailler et qui permettait aussi de faire des économies parce que de toute façon, le cristal fond à une température inférieure au verre. Jusqu'en 1845, Saint-Louis produira peu de cristaux à décor en inclusion, environ 5% de la production française. C'est vrai qu'il en a fait très très peu. Plus importante sera la production de la cristallerie de Moncenis, transfuge de la cristallerie de la Reine créée en 1783 à Sèvres et transférée au Creusot en 1787. Moncenis, qui est la première manufacture à proposer des cristalocérames, produit environ 10% de l'ensemble de la production. Moncenis est la seule cristallerie dont on trouve le nom imprimé au revers de certains camées, car dans les débuts de la production, la manufacture commandait des camées à Després ou à Boudron de Saint-Amand, dont elle avait l'exclusivité. En 1833, la manufacture est rachetée et fermée par Baccarat et Saint-Louis, qui s'associent afin d'éliminer un important concurrent. Merci. Durant la période allant du Premier Empire jusqu'en 1840, la majorité des cristaux à décor en inclusion est attribuée à la cristallerie de Baccarat, qui en produit plus de 50%, à peu près 56% à peu près. Aimé Gabriel, Aimé Gabriel d'Artigle, jeune directeur de Saint-Louis de 1791 à 1797, quitte la verrerie pour perfectionner ses connaissances à Paris. Puis profitant du rattachement de la France du territoire, à la France du territoire qui deviendra par la suite la Belgique, il reprend une verrerie en difficulté à Vonêche qu'il transforme en cristallerie. Mais à la fin de l'Empire, les frontières de la France excluent Vonêche du territoire national et voient les relations commerciales de la cristallerie se dégrader. Afin de remédier à ce problème, en 1815, d'Artigue rachète la verrerie Sainte-Anne en Lorraine à Baccarat et prend le nom d'établissement de Vonêche à Baccarat, avant de devenir tout simplement cristallerie de Baccarat. Merci.
Il est difficile, voire impossible, de distinguer la production propre à Vonêche de celle des premières années de Baccarat, car les activités des deux cristalleries ont été semblables entre 1816 et 1820. Le plus souvent, la production est globalement attribuée à Baccarat. S'il te plaît. À Paris, on se rappelle que Jean-Alexandre Paris produit des cristaux incrustés rue des Croix des Petits Champs et que pour développer sa production, il fonde en 1828 à Bercy une cristallerie renommée pour ses cristaux de couleur et ses opalines. Là encore, sans référence chronologique précise, il est difficile de différencier la production effectuée par Paris, rue Croix des Petits Champs, et celle de Bercy. C'est ce qui a conduit Léon d'Arnis à placer l'ensemble des pièces issues des fours du joaillier sous l'appellation de Bercy. Cette production représente 20% des cristallocérames et des cristallo-émaux de l'époque. D'après mes références personnelles, il apparaît que jusqu'à l'ouverture de la cristallerie de Bercy, Paris s'est spécialisé dans les petits objets comme les flacons à sel et les boîtes à mouches. C'est également à lui que l'on doit les cristallocérames et les paillons d'or émaillés appliqués sur des objets en opaline. Flacons à sel, boîte à mouches et flacons à parfum. C'est vraiment ces objets qui sont rares et qui sont vraiment spécifiques de Bercy. Victime de la crise économique de 1848, Bercy sera racheté et changera radicalement de production. En 1821 est créée à Choisy-le-Roi une verrerie qui produit également du cristal. À partir de 1825, sous la conduite de Georges Bontemps, un directeur qui allie compétences et connaissances scientifiques, la production se diversifie et obtient rapidement une grande renommée, notamment pour ses découvertes en matière de coloration. Le rapport du jury de l'exposition de 1827 constate que l'établissement de Choisy-le-Roi est l'un des plus vastes et des plus complets en son genre. Sans être un important créateur de cristallocérames ou de cristallo-émaux, la manufacture de Choisy-le-Roi réalise 5% de la production nationale. Elle disparaît en 1851, elle aussi victime de la crise de 1848. Merci. À partir de 1840, de nouvelles manufactures vont apparaître dans la région parisienne. C'est le cas de la verrerie-cristallerie de Saint-Mandé, créée en 1841 par Joseph Nocus, un transfuge de Choisy-le-Roi, spécialiste des cristaux filigranés, qui a également travaillé en Angleterre à Birmingham. À l'exposition de 1843, il figure comme fabricant d'émaux, de couleurs, de cristal, de verre, d'optique, de cristal doublé, ce qu'on appelle l'overlay, et divers autres produits, notamment des verres à incrustation. À partir de 1846, lors de l'apparition des presse-papiers de cristal, objets de mode et de collection, la cristallerie crée de nombreux modèles dont une partie a des corps de cristallocérame représentant des personnages de la vie politique. La cristallerie de Saint-Mandé éteindra ses fours en 1857. En 1838, Louis-Joseph Maes devient associé et directeur d'une cristallerie créée par François Rouillet à Boulogne-Billancourt. Mais la production de cristal bon marché destinée à l'exportation ne satisfait pas le jeune directeur qui, pour faire évoluer la fabrique, recherche un collaborateur expérimenté. Louis Clémendeau, ingénieur chimiste à l'esprit inventif, diplômé de l'école centrale, devient l'élément essentiel dans la rapide ascension de la cristallerie. En 1841, Louis-Joseph Maes devient seul propriétaire de la fabrique. Mais en 1842, un plan d'aménagement de la municipalité contraint au transfert de l'entreprise qui trouve refuge à Clichy-la-Garenne, commune au bord de Seine propice à l'activité verrière. La production reprend en 1843. La qualité des produits est remarquée par les jurés des expositions, notamment pour la pureté du cristal et pour la nouveauté des cristaux colorés proposés. Par sa qualité, la production de la cristallerie concurrence les grandes manufactures en proposant une diversité de produits, dont des verres à cristallocérame et à cristallo-émaux d'excellente facture. Là, on voit à droite un des plus beaux
moi, je trouve un des plus beaux, qui est exposé dans, vous allez voir l'exposition, avec les armes du duc d'Orléans. À gauche, vous avez bien entendu Louis-Joseph Maes, une gravure de l'époque, et en dessous, les presse-papiers, dont ils vont devenir vraiment des spécialistes. Durant la crise économique de 1848, contrairement à certaines manufactures en difficulté, la cristallerie Maes continue à prospérer grâce à la fabrication d'objets attrayants par leur coloris et d'un coût abordable. Les presse-papiers, dont la mode venue de Venise en 1845 s'est rapidement développée et devient une industrie rentable. Comme la fabrique de Saint-Mandé, la cristallerie Maes produit des presse-papiers ornés de cristallo-cérame représentant des portraits de personnages célèbres ou des sujets religieux. La cristallerie fermera ses portes en 1896. Je précise que la photo que vous voyez ici, c'est une photo de la halle de production de la cristallerie de Clichy, qui a été prise par un des petits-fils Maes, juste après la fermeture de la cristallerie. Alors, qu'est-ce que... Oui, donc je disais que la cristallerie ferme ses portes en 1896. Tu peux te changer, s'il te plaît. Enfin, en 1854, une éphémère fabrique est créée dans le village de Grenelle, près de Paris. C'est actuellement à peu près situé dans le 15e arrondissement, par un ancien verrier de Saint-Mandé, Charles Bredgen. La fabrique aura une période d'activité très courte puisqu'elle fermera en 1856, lorsque Bredgen sera recruté par une manufacture finlandaise. Elle produira néanmoins des cristaux à décor en occlusion, dont les cristallo-cérame, des cristallo-émaux, notamment des verres à Légion d'honneur et des presse-papiers. D'autres manufactures françaises ont produit des objets à décor en occlusion, mais ils n'ont pas été pour l'heure identifiés. Merci. Si la France a été à l'origine de la fabrication des cristaux à décor en inclusion et en a été le principal producteur, certains établissements étrangers ont proposé des articles de cristallo-céramique de qualité. C'est notamment le cas de la maison Ashley Pellat à Londres, de celle de John Ford, s'il te plaît, à Édimbourg, de la verrerie Ara en Bohême, qui a fait de très très beaux, vous avez plusieurs exemples dans l'exposition. Si tu veux te le tourner. Et puis vous avez alors deux très très belles plaques qui ont été faites à une manufacture russe. C'est la cristallerie Alexei Bakhmetiev, qui est une des bonnes verreries cristalleries russes. Mais j'ai une petite préférence, s'il te plaît, pour la suite, pour la verrerie de cristallerie de Saint-Pétersbourg. Et à l'instigation de verriers venus de Baccarat, la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg a réalisé de très beaux services de verre ornés d'armoiries émaillées sur paillons d'or, très recherchés actuellement. Il y a une variété, c'est vraiment... Mais on a toujours avec le même armoirie, il y a simplement à l'intérieur les initiales qui changent. C'est vraiment des très, très belles réalisations. Merci, madame. Alors, comment peut-on identifier l'origine des objets en cristal? Le manque d'archives ne nous laisse que deux moyens de déterminer l'origine des pièces en cristal. Personnellement, j'utilise en priorité l'examen à la lampe de Wood, qui émet des rayons ultraviolets appelés également lumière noire, lesquels, dans l'obscurité totale, permet de mettre en évidence certaines fluorescences. Les compositions du cristal des différentes fabriques n'étant pas exactement identiques, notamment en ce qui concerne la nature du sable utilisé, les rayons ultraviolets font apparaître des fluorescences différentes selon les manufactures. La fluorescence est rose violacé pour Baccarat, vous voyez à gauche, rose saumon pour Saint-Louis, jaune vert nuageux pour Clichy et jaune paille pour Saint-Mandé. Il y en a d'autres, mais je n'avais pas beaucoup de place pour mettre les autres exemples. La méthode n'est pas infaillible car il faut disposer d'objets de référence identifiés par avance, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et en plus, certaines variations pouvaient également intervenir à l'époque dans les compositions et induire actuellement en erreur. Merci. La deuxième méthode, pas toujours réalisable, est la recherche de la densité qui demande un matériel adéquat relevant davantage du laboratoire de physique, car il faut effectuer une pesée précise dans l'eau et une pesée dans l'air. La densité se révélant par la différence entre les deux pesées. Là encore, des mesures de référence sont nécessaires. Le cristal et diverses manufactures ayant des densités différentes selon la quantité de plomb utilisée. Mais le résultat n'est pas toujours probant, car les fourchettes des densités peuvent se chevaucher sur leur extrême. Merci. Merci. Alors, une des propriétés du cristal, contrairement au verre, est de pouvoir être taillé. La taille apportant, outre une agréable diffraction de la lumière, un allègement de la matière et une décoration raffinée et harmonieuse. Les objets à cristallocérame et à cristallo-émaux ne sont pas uniquement remarquables par leur décor en inclusion, mais également très souvent par le travail de taille effectué sur le cristal. Les grandes manufactures possédant leurs propres ateliers de taille, mais elles fournissaient également en objets bruts certaines maisons spécialisées qui effectuaient les tailles dans leurs ateliers. Il faudrait que je précise que le cristal moulé, vous avez des exemples de cristal moulé, apparaît à peu près vers 1830. Il y en avait un peu avant, le cristal moulé existait avant, mais il se perfectionne dans les années 1830 et il sera d'ailleurs malheureusement surexploité par les cristalliers, surtout par exemple la Saint-Louis. Mais en fait, il est certain que les plus beaux cristaux sont quand même les cristaux taillés. Alors, je reviens sur les objets bruts qui sont livrés à certaines maisons spécialisées qui effectuent leur taille dans leurs ateliers. C'est notamment le cas du célèbre magasin du Palais Royal, l'Escalier de Cristal, qui proposait à la vente ce qui se faisait de plus raffiné en matière de cristaux. La maison possédait ses propres graveurs et ses propres tailleurs qui excellaient dans leur art. La cristallerie de Baccarat alimentait majoritairement le magasin en objets bruts. Les cristallocérums portent parfois au revers du camée les noms des magasins parisiens plus ou moins spécialisés. On y trouve voilà, j'y suis, excusez-moi. On y trouve l'Escalier de Cristal qui vient d'être évoqué, Schmitt, également au Palais Royal, Feuillet, spécialiste de la porcelaine, rue de la Paix, Diehl, qui fabriquait probablement les camées. Vous voyez, Diehl, c'est celui de droite, et vous voyez qu'il est daté 1810, c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein dans l'Empire. D'ailleurs, le cristal, je n'ai pas mis la représentation, en fait, c'est le couple Napoléon et Marie-Louise qui sont représentés. Le grand intérêt des décors en inclusion dans le cristal est le témoignage que ces objets nous livrent sur la vie politique, intellectuelle, religieuse et sentimentale de la société d'une époque marquée par des bouleversements politiques et empreintes de l'esprit libéral du romantisme. Les nombreuses décorations d'ordre montrent l'attachement aux valeurs militaires qui culmine avec la croix de la Légion d'honneur léguée par Napoléon. La collection de Léon d'Arnis montrait un éventail très large de médailles françaises et étrangères dont on peut admirer quelques très beaux exemplaires dans l'exposition du musée. Merci. Figurent également des symboles de la franc-maçonnerie dont l'Empire a favorisé la Renaissance après l'obscure période de la Terreur. Là, il est vraiment très truc. Je crois que c'est celui qui est dans le musée aussi, hein, l'exposition. Hein. C'est pas tout à fait le même. Parce que j'ai pas, malheureusement, j'avais pas les photos de la collection, j'avais pas tout, j'en ai très peu. Parce que malheureusement. Il fait partie de la collection d'Arnis, celui-ci non, celui-là, il vient de. Non, ouais, je crois pas qu'il faisait partie de la collection d'Arnis, mais il y en a un qui est à l'exposition. Ah, il y en a un à l'exposition de la. Alors je croyais que c'était celui-là, mais c'est pas celui-là. C'est pour ça, c'est-à-dire que la plupart des photos que je montre, il y en a qui viennent de la collection d'Arnis, mais ce sont beaucoup d'objets que j'ai vendus, moi, que j'ai fait vendre en salle des ventes. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement joli, mais je crois que aussi celui qui est
que vous avez au... Qui est très beau aussi, il il est est très très beau. différent, et son est très très beau. Tu peux tourner, s'il te plaît. La chrysallocéramie a débuté sous l'Empire, qui a vu proliférer les portraits de Napoléon, et malgré le retour de la monarchie, la nostalgie bonapartiste fait de la résistance en s'invitant plus ou moins ouvertement parmi les sujets qui ornent le cristal. On trouve d'ailleurs certains cristallocérames qui sont cachés dans les fonds du verre, ce qu'on appelle les objets séditieux, hein, c'est-à-dire que c'est pour montrer sans que ce soit ouvertement son appartenance au bonapartisme. Tu peux tourner, s'il te plaît? Alors, on a toujours, alors, vous voyez, là vous avez des presse-papiers, vous avez d'autres cristallocérams. Et bien voilà, vous avez le cristallocéram de Deal. Voilà, c'est ce cristallocéram qui a l'inscription Deal et la date 1818 au revers. Après, s'il te plaît. Après, bien entendu, on a le règne des Bourbons qui sont exploités pour soutenir la nouvelle monarchie, qui n'était pas toujours acceptée. Alors là, vous avez un très très beau cristallocéram avec au centre, vous avez l'origine de la dynastie, c'est-à-dire Henri IV, et vous avez des personnages je crois qu'il doit y avoir Marie-Antoinette, enfin, des personnages du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Voilà. Je crois il y a le duc de Berry, il y a la duchesse, je ne sais pas si le duchesse d'Angoulême, il y a peut-être aussi le futur Charles X. En fait, des membres de la famille des Bourbons. Tu peux tourner, s'il te plaît. Je crois qu'on est encore dans les Bourbons. Toujours avec Louis XVI et Marie-Antoinette, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, le dernier. Alors, les portraits des membres de la famille royale inspirent tout naturellement les artistes, tout comme ceux des autres pays d'Europe. Tu peux aller, s'il te plaît. Encore, vous avez la duchesse d'Angoulême, le duc d'Angoulême, le duc de Berry, le comte de Chambord, la duchesse de Berry, tous les personnages importants de la monarchie, de la Restauration. Après, s'il te plaît. Vous avez aussi alors des cours européennes, la reine Victoria, le prince Albert qu'on a déjà vu, le tsar Nicolas Ier et le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse. S'il te plaît, le prochain. Changement politique, voilà, avec entre la Restauration et la monarchie de Juillet, on a les Trois Glorieuses, qui sont les journées révolutionnaires de 1830, qui ont beaucoup inspiré les émailleurs et les fabricants de cristallocéram, avec de très très beaux modèles. Alors, les trois journées révolutionnaires de 1830, aux actions républicaines bouleversent le paysage politique. C'est ainsi que réapparaissent les drapeaux tricolores qui deviennent l'emblème de la monarchie de Juillet et celui de Louis-Philippe qui se veut un souverain populaire. Je pense qu'après, vous avez Louis-Philippe et la reine Amélie. S'il te plaît. La Deuxième République et le Second Empire voient la diffusion de la mode des presse-papiers en cristal qui popularisera les portraits du prince-président, puis de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Des événements dramatiques trouvent écho dans l'iconographie des inclusions. C'est le cas du portrait très répandu du duc d'Orléans qui succombe d'une chute causée par l'emballement des chevaux de sa calèche le 13 juillet 1842. Quelques années plus tard, le portrait de Monseigneur Affre, archevêque de Paris, témoigne de la mort du prélat sur une barricade du faubourg Saint-Antoine le 26 juin 1848, touché par une balle provenant des rangs de la garde nationale. Merci. La philosophie, les lettres et la poésie inspirent les créateurs de cristallocéram, qui proposent les portraits d'écrivains et de femmes de lettres célèbres. Là, vous voyez La Fontaine, Molière, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Madame de Sévigné. Il y en a d'autres, je n'ai pas pris tous les. Je ne pouvais pas
être exhaustif, c'est simplement des exemples que je montre. Merci. L'Antiquité est également une source d'inspiration en accord avec l'époque. Avec Esculape, la déesse, une déesse antique, et Platon. Merci. Mais l'esthétique des décors en inclusion prend toute sa place pour illustrer les sentiments véritablement romantiques. L'amitié et l'amour, le deuxième se réfugiant parfois par discrétion dans le premier. Il s'exprime à travers la profusion de fleurs symboliques comme la pensée, la rose et le myosotis. Ou plus ouvertement, s'il te plaît. Là, vous voyez le langage des fleurs. Avec surtout, on trouve toujours la pensée, la rose, la pensée, pensez à moi, la rose qui est de penser de moi, le myosotis, ne m'oubliez pas. Le bleuet également, ça c'est vraiment typique de l'époque. S'il te plaît. Et puis on trouve bien sûr l'amour expressif avec des cupédons et puis le couple de colombes qui sont charmants. Un peu naïfs, mais charmants. Merci madame. Alors, voilà, c'est le dessus du coron, je vous disais, il est vraiment superbe, c'est un très très beau, c'est un des plus beaux décors en émail que j'ai connu. Pour les jeunes et les grands enfants, le théâtre de marionnettes et la commedia dell'arte prêtent des figures colorées de leurs personnages. Vous avez un pantin. Bon, on l'appelait soit un clown, soit le pantin. Enfin, moi, j'ai plutôt le pantin parce que c'est un personnage qu'on retrouve. C'est un sujet que l'on retrouve à Baccarat, dans d'autres, notamment dans les presse-papiers. Et c'est vraiment, pour Baccarat, c'est un pantin. Et ça marque vraiment la marque de pantin. Vous avez Polichinelle et Harlequin. Alors, il y a d'autres sujets comme ça, mais ceux-là sont particulièrement intéressants. Merci. Certains faits divers servent de prétexte à décor, comme la girafe, offerte par le pacha d'Égypte Mehemet Ali à Charles X, en 1827, et dont le public suit les pérégrinations à travers la Méditerranée et durant 41 jours à travers la France au départ de Marseille, avec son escorte de mamelouks et ses 25 gendarmes à cheval. Accueillie au Jardin des Plantes, la girafe fit bonheur de plusieurs centaines de milliers de visiteurs. On ne connaît que 3 exemples de ce verre. Il faisait d'ailleurs partie, faisait partie de la collection de Léon Darnis. Malheureusement, il l'a cédé à un collectionneur autrichien. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un des modèles les plus rares. On en connaît, moi, on n'en a connu que 3 exemplaires. Merci. Le sentiment religieux, toujours très vivace, trouve tout naturellement son expression dans l'art de la cristallocéramie, à travers les évocations chrétiennes de la croix, que vous voyez aussi bien en cristallocérame. Il y a vraiment des charmants, la petite croix en cristal, vraiment, c'est vraiment très mignon. Merci. Vous avez aussi le culte marial, qui est vraiment très important. Énormément de sujets représentent la Vierge Marie, avec ou sans l'enfant Jésus. Merci. Ainsi que les portraits des saints. Alors là, on trouve une variété de saints, puisque ça se rapporte bien entendu aux prénoms qui étaient en vogue à l'époque. Là, j'en ai mis que quelques-uns, mais en fait, on peut en trouver une vingtaine ou une trentaine très facilement. Alors là, vous avez des productions. Alors, vous avez Baccarat et des productions. Les presse-papiers sont de Clichy, et les autres sont pratiquement tous de Baccarat. Alors, on a aussi des objets très particuliers que j'ai appelés les ornements d'oratoire, parce qu'en fait, ce sont ou des bénitiers ou des ornements qui étaient apposés sur des tables ou sur des tables de nuit, sur des commodes. Mais je trouve qu'il y a un travail vraiment exceptionnel de certains. Je trouve que vraiment
surtout sur les deux que vous voyez à droite. Je crois qu'il y en a je crois, un ou deux exemples qui sont présentés à l'exposition, qui sont vraiment d'une qualité de taille extraordinaire. Hein, c'était vraiment, rien que pour tailler la croix qui est en dessus, vraiment pour pas casser, c'était vraiment un travail fabuleux. Et c'est vraiment des très 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 beaux objets. Ceux de gauche sont moulés, sont absolument moulés, donc ce sont des choses qui ont trouvé couramment, tandis que les deux qui sont à droite sont uniquement taillés et c'est vraiment un très très beau travail. Merci. Alors on en vient presque à la fin. L'engouement pour la cristallocéramie s'est ténu progressivement au cours du Second Empire. La verrerie Appert, qui ouvre à Clichy en 1874, proposera encore quelques presse-papiers ornés de cristallocérame, comme celui du président Sadi Carnot, que vous voyez à gauche. Et la verrerie produira son dernier presse-papier à cristallocérame en 1905. Il représente une médaille de l'école d'ingénieurs du génie civil. Je n'ai pas eu de mérite à travailler, elle est datée de 1905. Et c'est vraiment le dernier presse-papier à cristallocérame que l'on rattache vraiment à la fabrication ancienne. Après, il y a une cassure, ça se perd. Et puis, quand même, dans les années 53, à la demande des collectionneurs de presse-papier américains, qui sont très très friands, sont vraiment des très grands collectionneurs, notamment Joe Kelson, qui était un des grands collectionneurs, qui avait une énorme collection de cristallocérame. Il est venu trouver les directeurs des cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis, et leur a dit, vous ne pourriez pas refaire des presse-papiers avec des cristallocérame? Et alors, les directeurs étaient bien embêtés parce que plus aucun verrier ne connaissait la technique, ni non plus la composition de la matière qui était incluse dans le cristal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont cassé des cristallocérame anciens, et puis ils ont été chercher la matière qui était à l'intérieur, la céramique, ils l'ont analysée pour savoir exactement quelle était la composition de la céramique qui était à l'intérieur. Et à partir de ça, ils ont été voir un céramiste qui était Gilbert Poilrat, qui était un céramiste connu à l'époque. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça, refaire un peu? Et alors donc, avec les verriers, ils ont réussi à retrouver cette matière qui est à la fois de la porcelaine, mais qui doit avoir quand même une matière un peu vitreuse, pour que ça puisse être accepté par le cristal. Et ils ont fini en 1955 à pouvoir produire des cristallocérame. Le premier cristallocérame qui est sorti, c'est le portrait d'Élisabeth II, et c'est sorti pour son couronnement en 1855. Et puis après ça, on a commencé à faire une production. Il y a eu toute une série de portraits, beaucoup avec des personnages, avec des hommes politiques américains, puisque c'était surtout demandé par les Américains. Et donc, on a une pléiade de présidents américains, de personnages, voilà. Puis on a aussi des Français. Celui que vous voyez à gauche, c'est le portrait de Saint-Louis qui a été fait pour le bicentenaire de la cristallerie en 1967. Voilà. Écoutez, moi, c'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Merci. C'est des productions uniques ou bien ils en faisaient des séries? Pardon? Est-ce qu'on en faisait des séries alors, au début, ils ont fait des séries assez importantes. Et je crois qu'il y a, par exemple, le cristallocérame avec Saint-Louis, je crois qu'on était à 2000 exemplaires. Ça s'est réduit énormément par la suite, à cause il fallait trouver du personnel qui était capable de le faire. Et Baccarat a cessé de produire des presse-papiers en 2003, parce que c'était plus rentable, ça devenait beaucoup trop cher à faire. Saint-Louis continue à faire des presse-papiers, mais ça sort à des prix exorbitants, puisque maintenant il n'y a plus un presse-papier qui sort en dessous de 3 ou 4 000 euros. Et alors là, maintenant, vous avez des séries, c'est-à-dire qu'on a des séries qui se limitent. Alors dans les années 90, on limitait les séries à peu près à 250 exemplaires. Tandis que maintenant, on est plutôt aux alentours de 50, 100 exemplaires. Vous voyez, à peu près là.
Mais c'est vrai que quand ils ont commencé à rendre, ils arrivaient à faire des séries importantes. Vous en savez un petit peu plus sur la composition de. Parce que là, vous ne dites pas exactement, vous avez publié les compositions de réfractaires, enfin de céramique. Est-ce qu'on a quelques informations plus précises? Plus précise, bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout on rajoutait au kaolin, c'est-à-dire on rajoutait surtout de la silice, c'est-à-dire une matière ou comment c'est l'autre matière qu'on utilise pour le verre. Ah, j'ai un truc. La potasse. Pardon? La potasse ou de la soude? Oui, c'est-à-dire oui, ou du quartz ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on faisait un mélange pour que ce soit à la fois entre le verre et la céramique. Il fallait absolument, parce que sinon le cristal ne l'acceptait pas. Il n'y a pas de publication qui est. Il n'y a pas de publication du tout. Non, Non, je dois dire même que c'est un secret de fabrication, un secret tellement important que même au sein de la cristallerie, je sais qu'à Saint-Louis, j'ai beaucoup travaillé avec la cristallerie de Saint-Louis. Au bout d'un moment, quand les premiers verriers qui faisaient les cristallocérames, les premiers sont partis à la retraite, et à un moment, ils ont été un moment sans faire des cristallocérames. Et puis après, on leur a redemandé, ils ne savaient plus les faire. Il a fallu qu'ils recherchent une deuxième fois pour pouvoir retrouver la matière qu'on mettait dans le cristal. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des secrets de fabrication. Une anecdote aussi de Léon Darnis qui me racontait qu'il y a beaucoup de verreries où quelquefois il y a eu des copies de verreries qui ont pu être faites parce que d'un point de vue commercial, c'était intéressant de reproduire des verreries Art Nouveau et de dire qu'elles étaient signées de grands noms comme Émile Gallet ou des choses comme ça. Oui. On aurait pu tenter aussi de reproduire des écorchements et de signer des écorchements pour les revendre. Mais que pour les cristallocérames et les cristallorimo, c'était très difficile parce que comme on avait perdu ce savoir-faire, on n'était pas capable de les refaire pour Piaget. Ah ben non, et en faire des nouveaux et dire que c'était des anciens. Alors, ils ont refait plus facilement, je sais pas, ce qu'on appelle les presse-papiers en cristal, avec des décors en couleur. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du cristal coloré. Ça s'est retrouvé très facilement parce que finalement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on avait encore des verriers qui savaient encore travailler, faire des inclusions dans le cristal avec du cristal de couleur. Hein, je sais par exemple qu'il y avait des presse-papiers qu'on appelait les presse-papiers Dupont, avec les bonbons, les cannes colorées, ou avec des pensées. Ça, on savait encore le faire. Donc la reprise a été beaucoup plus facile. Mais le cristallocérame, c'était complètement perdu. Les cristallorimo, ça veut dire c'est de l'émail sur. Alors c'est-à-dire c'est un paillon d'or qui est émaillé, sur les deux faces. Hein. C'est-à-dire qu'avec des émaux opaques, et il fallait que, vraiment, pour que ce soit bien accepté, il fallait que la feuille d'or soit émaillée des deux côtés. Comme l'émail, c'est du verre, à ce moment-là, c'était accepté par le cristal. Oui, parce que ces émaux utilisés, est-ce que vous savez, c'est le même émail qui est utilisé pour la céramique? Oui, c'est un peu, de toute façon, c'est du verre. Hein. De toute façon, absolument. Tout ce qui est utilisé, l'émail, que ce soit pour faire. D'ailleurs, c'est pour ça que Paris s'est mis à faire ce genre de choses. C'est qu'on savait, pour mettre sur les métaux, pour faire les croix d'ordre qu'on accrochait là, au revers de sa veste, c'est l'émail, c'est du verre, hein, de toute façon. D'ailleurs, quand on parle d'opaline, au XIXe siècle, on a l'opaline overlay, par exemple, ou le cristal overlay, qui est recouvert avec ce qu'on appelle de l'émail, c'est-à-dire c'est un émail qui est translucide ou qui est opaque, mais en fait c'est toujours de l'émail, c'est vraiment c'est du verre ou du cristal. Voilà. Il y en a beaucoup dans les ventes. Ça apparaît dans les ventes publiques. Oui, bien entendu. Bien entendu. Alors moi, je fais toujours des ventes spécialisées à Paris avec l'étude Guajira. Mais c'est vrai que des ventes spécialisées, il y en a très peu. Avant, je vous disais que dans les années 70, 80, il y en avait régulièrement à Londres, chez Sotheby's et chez Christie's.
Il y en avait 4 ou 5 par an, facile, chez l'un et chez l'autre. Et puis, ça a disparu complètement. C'est complètement raréfié. Moi, j'ai réussi à amener, parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pratiquement pas de vente, il n'y avait pas de vente spécialisée. Et comme j'étais très ami avec Maître Guagirard à l'époque, j'ai voulu ramener un petit peu le marché parce que je trouvais ridicule d'aller en Angleterre pour acheter des objets qui étaient français. Les Français envoyaient en Angleterre des objets à vendre parce qu'ils n'avaient pas de débouché vraiment de vente spécialisée en France. Et donc, je trouvais ça idiot, j'ai dit, il va falloir absolument qu'on fasse l'inverse. Et alors, j'ai contacté des collectionneurs, et avec Maître Guagirard, j'ai réussi à monter des ventes spécialisées à Paris, à Drouot. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ramener le marché à Paris, aussi bien des chrysallocérams, des émaux que des presse-papiers. Et finalement, on a réussi à installer, pendant un moment, je faisais à peu près 4 ou 5 ventes par an. Maintenant, c'est beaucoup limité, surtout mon âge, maintenant, j'ai plus beaucoup. J'ai passé l'âge de la retraite depuis très longtemps, donc je fais à peu près 2 ou 3 ventes maximum par an. Sauf que cette année, alors là, ça explose, parce qu'en plus, avec les objets de la collection de Léon Darnis, qui va être dispersé à Angers, malheureusement, et donc on m'a demandé de m'occuper de la succession, et donc j'ai beaucoup de travail cette année sur ces. Il en avait collecté beaucoup, ce monsieur. Écoutez, là dans la vente, alors il ne collectionnait pas que les chrysallocérams et les chrysalo-émaux. Il collectionnait aussi les opalines, il collectionnait aussi le cristal, tout doit être. Et donc là dans la vente, d'ailleurs on va faire 3 ventes, j'ai expertisé combien 1100 objets à peu près, dont quand même une grande majorité de chrysallocérams et de. Il avait une très très belle collection. Il en a d'ailleurs, il y en a beaucoup moins, il en a eu beaucoup plus parce il s'en est séparé de quelques-uns, notamment la girafe et quelques autres vers. Et puis aussi, il en a donné aussi dans sa famille. Vu son âge, il est mort à 96 ans. Il a donné beaucoup dans ses enfants, ses petits-enfants. Et donc ça a réduit un petit peu la collection. Mais c'est vraiment une des très grandes collections parce que ce sont des objets qui ont toujours été rares, qui ont été très rares, parce que c'était difficile à produire. C'est-à-dire qu'il fallait certains qu'à l'époque, même à l'époque, ils avaient la technique, mais pour faire un objet, peut-être qu'ils en cassaient 3 ou 4. Donc c'était vraiment, c'était pas quelque chose de simple à faire, et donc ça a toujours été rare. Donc on en trouve peu. Il y a eu peu de collectionneurs de chrysallocérams. Moi j'ai connu à peu près au maximum 6 grands collectionneurs français, qui sont tous disparus maintenant, ils sont tous décédés, mais c'était vraiment très limité. Et en plus, vous avez les objets qui sont passés d'une collection dans les autres. C'est-à-dire que dans la collection d'Arnis, vous avez des objets qui avaient été dans les collections qui ont été vendus avant. Moi, personnellement, j'ai vendu à peu près 4 grandes collections d'objets à inclusion comme ça. Donc c'était vraiment, c'est pas ce qui est peu, hein, sur 40 ans de profession, c'est quand même relativement peu. Par rapport, par exemple, aux presse-papier, ou ça, les collections, ça se collectionne beaucoup plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de production. Donc même à l'origine. Même à l'origine. On n'en faisait pas des centaines. Non, je veux dire, c'était quelque chose il fallait d'abord des verriers qui étaient vraiment très expérimentés. Hein, c'est-à-dire que pour arriver à faire un chrysallocérame ou faire une inclusion de cristallo-émaux, il fallait vraiment être très expérimenté parce que, comme je vous disais, c'était le verre n'accepte pas bien les corps étrangers, donc très facilement, ça pouvait, si c'était pas exactement la bonne température, ça claquait automatiquement. Est-ce que la rareté jouait aussi en fonction du fait que c'était des cristallo-cérams ou émaux dans des cristaux taillés ou des cristaux moulés? Est-ce que le fait que ça soit dans des cristaux moulés a été peut-être fait en plus grande quantité ou pas? Pas énormément. Pas forcément. Alors, c'est vrai que l'on trouve, moi je vois par rapport à ce que j'ai entre les mains, c'est vrai qu'on a, parce que c'était plus facile bien entendu à c'est faire. la mécanisation qui fait qu'on aurait pu en faire en Mais plus grande quantité. oui, mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'âge d'or
des cristallo-cérame et des paillons d'or, c'est la restauration. Hein, c'est-à-dire que finalement, c'est très court. Hein, c'est-à-dire c'est entre 1816 et 1830. Et là, c'est vraiment l'âge d'or de cette technique. Et à cette époque-là, il y a peu de cristal moulé. Il y a peu de cristal moulé. C'est surtout après, dans les années 1830, qu'on trouve beaucoup d'objets moulés. Beaucoup trop à mon goût d'ailleurs. Après, dans les années 40, c'est devenu vraiment. C'est un monsieur qui a trouvé un système, parce que finalement, il fallait, pour qu'un cristal, pour qu'un objet moulé soit beau, il faut souffler dans un moule et il faut que le cristal colle bien aux parois pour que ça prenne bien la forme. Donc, on ne pouvait pas faire des choses extrêmement fouillées. Tandis qu'il y a un monsieur qui a inventé un système pneumatique et on soufflait de façon mécanique, pneumatique. Et c'est-à-dire qu'avec la pression, on arrivait à avoir des objets moulés qui étaient parfaitement, c'est-à-dire avec des détails, des points de diamant, des choses qu'on ne pouvait pas faire à compte. Le fait qu'ils étaient avant 1830 taillés. C'était un monsieur, il s'appelait d'ailleurs Monsieur Robinet. Voilà. Et le fait qu'ils soient taillés, ils n'étaient pas des fois un peu plus uniques. Unique, parce que oui, c'est-à-dire que les tailles n'étaient peut-être pas tout le temps les mêmes. Non, c'est de toute façon. Écoutez, si vous prenez la collection, enfin moi j'ai la collection dernière entre les mains, vous avez pratiquement jamais la même taille. Quand c'est des tailles, les tailles sont très différentes. C'est-à-dire que chaque tailleur prenait et taillait à sa façon, suivant aussi où c'était taillé, dans les cristalleries, dans les ateliers particuliers. Et c'est vrai que vous avez très peu. Alors, c'est vrai que vous avez, par exemple, la pointe de diamant qui revient fréquemment, mais vous avez des tailles qui sont extraordinairement complexes. Hein, et on se demande comment c'était fait. Les côtes torses, des choses comme ça, qui sont des choses extrêmement difficiles à faire. Moi, je vois, parce que moi, j'ai travaillé avec des tailleurs de notre époque. Quand je leur montrais ça, ils me disaient, mais c'est de la folie à faire, c'est incroyable. Autant une pointe de diamant, c'est relativement facile à faire. Mais des côtes torses, des choses à partir du moment où quand vous avez des côtes en zigzag, c'est de la folie à faire. C'est vraiment, il faut une expérience, ce serait impossible. Des choses, on ne pourrait pas, s'il fallait prendre des tailleurs, il y a des tailleurs qui sont encore vraiment très très bons tailleurs actuellement, mais ça reviendrait à un coût trop important. C'est-à-dire que pour tailler un verre, il faudrait peut-être 2 ou 3 000 euros pour un verre relativement simple. Et surtout des abonnés, en fait. Pardon? Surtout des abonnés. À partir du moment où c'est taillé, ça devient des abonnés. Exactement. Non, un artiste ne sait jamais faire 2 fois la même chose. Ah oui, non, chaque tailleur avait son inspiration et on lui demandait souvent aussi justement de faire des variétés, parce que c'est vrai que c'était un atout supplémentaire pour ces objets. Vous avez évoqué la stéatite, c'est un autre procédé, c'est la taille en camé, ça c'est vraiment. Oui, c'est-à-dire que la stéatite, c'était ce qu'on utilisait, en fait, on sculptait la stéatite et on le mettait. Mais en fait, ça a été abandonné trop vite parce que justement, ça occasionnait trop de casse. Hein, comme la terre de pipe aussi, c'est pareil. Ça avait été utilisé, mais en fait, c'était vraiment le kaolin mélangé avec de la soude, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, qui donnait le meilleur résultat. Absolument. C'est parce que justement, le cristal, il y a l'inclusion du plomb par la fabrication, qui fait qu'on peut avoir une courbe de cuisson plus basse et accepter justement. Alors justement, on a perdu. C'est avec le fait qu'on avait découvert le procédé du cristal anglais, de Flint Douglas, qui a permis justement de faire les inclusions, parce que comme on a baissé la température de fusion, on arrivait justement à pouvoir plus facilement accorder à inclure ce qui était impossible dans le verre. Ça, dans le verre, automatiquement, ça cassait. Donc c'est grâce au cristal qu'on a réussi à faire les inclusions. Et c'est vrai que la France est devenue, c'est-à-dire que c'est l'Angleterre qui a découvert le flint glass, le cristal, mais en fait on est devenus les maîtres du cristal au 19e siècle, on était vraiment
la production française a dépassé toutes les autres fabriques européennes. Absolument. On est devenus les maîtres de l'art verrier grâce au cristal au XIXe siècle. Ce qu'on n'était pas du tout au XVIIIe siècle, parce que le verre français au XVIIIe siècle, on n'avait pas des verres de prestige extraordinaire. C'est vraiment à la fin du XVIIIe avec le cristal que l'on commence à être vraiment performant. On peut aussi dire que c'était intéressant d'évoquer quelquefois le nom des personnes qui ont créé les camées ou des marchands qui ensuite vendaient ces verres à inclusion. C'est rare qu'il y ait des informations sur cela parce que les archives ont beaucoup disparu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a peu d'informations. Heureusement, vous avez déjà parlé un petit peu, c'était intéressant, notamment je pense au magasin L'Escalier de Cristal qui était au début du 19e siècle encore au Palais Royal. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a été le magasin emblématique. Parce que dans la collection d'Arnis, il y a notamment, on présente une petite centaine d'objets de la collection d'Arnis, je crois me rappeler, et il n'y a qu'un objet, de toute façon, dans sa collection, il n'y avait qu'un objet qui était estampillé, avoir été vendu à l'escalier de. De toute façon, sur la production, là je vous ai présenté des marques, tout à fait, il y a très peu de cristallo-céramiques qui sont marqués. Voilà, voire datés. On en a un autre avec une datation 1821 du nom du créateur du camé à Sèvres, Bachelard, je ne sais plus. Oui. Et donc souvent, il n'y en a pas beaucoup où il y a des informations soit sur le camé, sur le camé. Sur le camé, en fait, sur la totalité de la production, c'est très peu. C'est très peu, absolument. Même pour Montseny, d'ailleurs, Montseny, c'était important. Moi, ça m'a permis de découvrir la fluorescence de Montseny. C'est grâce à une plaque avec un cristallo-céramique où c'était marqué Montseny, d'ailleurs. Avec un accent. Avec un accent, Montseny. Et là, ça m'a permis de trouver la fluorescence. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu, très peu, absolument. Ce que l'on trouve le plus, finalement, c'est des prêts. Des prêts rue des Récollets, c'est vraiment la marque que l'on trouve le plus fréquemment. Mais enfin, c'est pas énorme non plus. Pourquoi qu'il n'y avait pas plus d'informations à l'arrière des camés? À l'époque, c'était pas. Non, c'était pas comme maintenant. Maintenant, on demande que tout soit signé. Vraiment. À l'époque, non, c'était les pièces, les pièces de baccarat, de Saint-Louis, c'était vendu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de marque de fabrique. Hein. C'est à la fin du 19e siècle que l'on commence à avoir des étiquettes ou des objets marqués ou signés. Et c'est bon, relativement, c'est au 20e siècle où le verre du 20e siècle, bon, c'est la Lique, signé la Lique ou des choses comme ça. Mais au 19e siècle, non, c'était pas fréquent. Et c'est vrai que c'est grâce aux céramistes qui marquaient leur marque sur leur céramique que l'on a ces références. Alors, il y en a d'autres que je n'ai pas. On a des informations sur les camés, mais alors sur les émous sur Paillon d'Or, on n'en a pas. Ben non. Il y a le nom des créateurs. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la grande majorité des émaux sur Paillon d'Or, c'est vraiment les doigts à Paris. Hein. C'est vraiment lui qui a été vraiment le grand. Pendant toute la restauration, il avait pratiquement l'exclusivité. Mais c'est-à-dire qu'il est donné à toutes, c'est-à-dire qu'il est vendé aux cristalleries. Mais en fait, je n'ai pas, moi, personnellement, connaissance d'autres fabricants d'émaux à l'époque, enfin à l'époque de la Restauration. À l'époque moderne, on sait qui les fait, mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, je n'ai aucune référence d'autres. Alors, quand c'était sur Paillon d'Or, en fait, qu'est-ce qui était vendu? Il était déjà inclus dans le cristal, et c'est ce qui était inclus dans le cristal qui était vendu aux cristalleries pour... Non, parce que... alors, oui, c'est-à-dire que Paris, contrairement aux céramistes qui n'étaient pas verriers, Paris, lui, est devenu verrier par nécessité, c'est-à-dire que déjà, il travaillait l'émail à l'époque, puisqu'il faisait des croix d'ordre, automatiquement obligé de travailler l'émail. L'émail, il faut un four. Et donc, très, très vite, il s'est mis à faire des paillons d'or, ou d'argent d'ailleurs. On parle des paillons d'or, mais en fait, il est très d'argent. Et lui, il est recouvré de cristal, et là, il est vendu au cristal. Voilà, il est exactement recouvert déjà de cristal. Exactement.
Mais, et puis finalement, il s'est dit, bon, à partir du moment où je fais ça, il a commencé à faire lui-même des verres, des petits objets, des flacons à sel, des boîtes à mouches, il a commencé à faire. Et puis finalement, après, il a acheté une verrerie qui, certainement, qui marche, je crois qu'il était une verrerie qui faisait des bouteilles à Bercy, et puis il l'a transformé en cristallerie en 1828. Et là, c'était. Alors, mais à Bercy, il a surtout, surtout, il est devenu le grand producteur d'opalines. Les très belles opalines de cristal que l'on trouve, une grande quantité, viennent de Bercy. Et puis les grandes pièces que l'on voit, les grandes pièces, les flacons, pratiquement des carafes, ça a été fabriqué à Bercy, non pas dans les petits ateliers qu'il avait, je crois, des petits champs. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler l'opaline, qu'est-ce qui différencie l'opaline du verre ou du cristal? Alors, l'opaline, l'opaline de cristal, c'est du cristal dans lequel on met d'autres produits, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la chaux pour avoir de l'opaline blanche, ou on met des oxydes métalliques pour avoir des couleurs différentes. Ça va d'ailleurs à la restauration. On met de l'or dans le cristal directement. Moi, je sais que j'ai travaillé sur la chrysalide de Clichy. Dans les archives de la famille, on trouve dans les carnets de laboratoire, prend Louis-Joseph Maes, il met des louis d'or directement dans la composition du cristal pour faire de ce qu'on appelle l'opaline gorge de pigeon, qui est rose, gorge de pigeon. Et donc, on met des oxydes, là, de l'or directement pour faire de l'opaline rose, et de l'oxyde de cuivre pour faire de l'opaline verte, des choses comme ça. Donc ce sont toujours des oxydes la plupart du temps, à part sur l'opaline blanche qui est fait avec de la chaux, sinon après ce sont des oxydes métalliques. Et vraiment la spécificité de Bercy, de Paris, c'est d'avoir mis des cristallocérames et des paillons d'or sur des objets en opaline. C'est le seul qui a fait ça. D'ailleurs, ce sont des objets qui sont excessivement rares. Je ne sais pas, vous en avez là? Non, non. parce que je crois qu'il y en a des conférences. Dans la collection, j'en ai 2 ou 3, je crois. Dans la collection, il y a un flacon boule. La collection d'Arnis? Oui. Ah, il y a une boîte à mouches, je sais, et puis il y a un flacon boule en opaline savonneuse blanche avec un paillon d'or qui représente des myodotis. C'est limité au cristal et on n'a pas abordé l'opaline, mais non, mais c'est intéressant parce que c'est une variété dans la collection. Dans les inclusions, c'est quand même une particularité. Je vais reprendre. Je vais essayer de la retrouver. Eh ben oui, c'est plus loin, hein, tu peux y aller là, hein, c'est vraiment. C'est avant. Ouais, les derniers qui sont arrivés comme ça, ils vont les faire. Alors, à chaque fois, je ne pouvais pas présenter les objets eux-mêmes souvent, parce que si je vous présente les objets, on ne voit pas grand-chose, parce que des fois, le modèle est petit. C'est pour ça que j'ai fait vraiment des encadrements. Ça, c'est l'escalier de cristal. Avant, c'est encore avant ça. Non, mais le monsieur qui est arrivé après, comme ça, il voit les Encore avant. Ça, c'est les cristalleries étrangères. Il faut dire que Bohème ne faisait pas de cristal. C'est-à-dire on appelle le cristal de Bohème, mais en fait c'est du cristal sans plomb. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à faire un cristal avec du verre, mais qui était d'une pureté exceptionnelle parce qu'ils faisaient pratiquement, ils utilisaient pratiquement du cristal de roche. Voilà. C'était là, hein. C'est ça, voilà. Voilà. Et le cristal de Bohème, ce qu'on appelle le cristal de Bohème, c'est un cristal sans plomb, ce que d'ailleurs Léon appelle dans ses livres cristal sans plomb, qui est un cristal parce que normalement le verre ne se taille pas, c'est trop dur, on ne peut pas le tailler. Alors que le cristal de Bohème se taille, et c'est un verre très très pur qui est fait avec du quartz pur. C'est-à-dire, normalement, on utilise pour faire du cristal ou du verre, on utilise du sable. Et du verre fait avec du sable, on ne peut pas le tailler. Tandis que là, en Bohème, ils utilisaient du quartz pur, et le quartz, c'est comme du cristal de roche, et donc on pouvait le tailler. C'est pour ça qu'on appelle ça le cristal de Bohème, mais en fait, c'est du verre. Voilà les objets c'est vrai. Je crois, alors, je ne sais pas si c'est celui-là,
ou son frère, mais c'est exactement le même décor qui est dans la collection d'Arnis. Ouais, ouais. Et je crois aussi, je sens bien que la boîte aux mouches aussi, avec le papillon aussi, fait partie de celle en haut, c'est à moi, ça c'est autre chose. Mais celle-ci, elle est dans la collection d'Arnis aussi. De toute façon, vous voyez, pratiquement, si vous achetez les livres qu'il a publiés, vous aurez toute la collection. La petite opaline sphérique, le motif en émail, il a été peint en fait. Ou bien Non, c'est aussi non, c'est vraiment l'émail, c'est l'émail sur paille. Alors oui, ça se voit pas là, mais en fait c'est paillon d'or aussi. Mais le paillon est découpé complètement et c'est émaillé, c'est un travail assez fabuleux. Ouais. Et lorsqu'on je parlais de l'opaline gorge de pigeon qui est fait avec de l'or, voilà, c'est ça. C'est le rose qu'on appelle gorge de pigeon qui était fait directement avec de l'or. Mais c'est un émail qui fond à basse température, hein, parce que l'or va fondre avant l'émail. J'ai du mal à comprendre. L'émail, c'est comme c'est du verre, ça fond à la même température que le cristal. Hein, l'émail, ça fond très, très vite. Non, mais Alors, non, l'or, non. C'est-à-dire qu'on fait séparément le motif, un col après à chaud, mais en fait, l'or a une température de fonte qui est supérieure au cristal. Donc, voilà. Alors, il peut bien coller l'émail sur la paille d'or. Voilà, exactement. L'or émaillable, mais il n'est pas fondu pour autant. Ah, ok. L'émail, c'est 1200, 1300 degrés, je pense. Alors, écoutez, là, je ne me souviens plus exactement, mais je vais le noter. C'est vrai que c'est intéressant, mais je n'ai pas noté. Mais je crois que c'est entre 600, aux alentours de 600 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a bas. Plus bas, oui, absolument. Alors que le verre, il faut plus de 1000 degrés pour le faire fondre. je remets une photo. Bon, ça, c'est la cristallerie de Baccarat. Enfin, Je monte. ah, parce que quelqu'un qui n'a pas vu le début. Non, okay. ils sont arrivés après. Je reviens au départ. Dans les objets, le coffret, c'était le coffret, le très beau coffret, c'était vraiment ce que faisait, ce que vendait l'escalier de cristal. Hein, c'était vrai, des spécialistes dans le cristal, souvent montés en bronze. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient des objets comme ça, souvent cristal monté. Et ça, c'est typique de ce que vendait l'escalier de cristal. Les boîtes à mouches. Alors là, on est vraiment dans les fameuses tailles, c'est ça? Pardon? Les tailles. Ah ben là, c'est une taille, oui, en plein de diamant. Ça c'est la plus courante. Hein. La plus courante. Ça, vous avez un travail de taille assez extraordinaire sur la plaque comme ça. C'est de la dentelle. Hein. Alors, il fallait vraiment des tailleurs extraordinaires. C'est beaucoup plus simple de faire celle de gauche que celle de droite. Là, vous avez ça, c'est vraiment, c'est un modèle unique. C'est-à-dire, tu vois, tu montres celui-là qui est dans l'exposition, qui est le seul gobelet qui est orné de 4 médailles. 4 médailles. Et en plus, avec une taille, une côte torse comme ça, qui est vraiment un travail de taille extraordinaire. C'est un modèle unique, hein. Il n'y en a pas eu deux pareils. D'ailleurs, c'est une commande spéciale, parce que pour avoir quelqu'un qui avait les 4 médailles, surtout qu'il y en a une qui représente, je crois, une médaille de Jérusalem, comme ça, qui est vraiment très très spéciale, c'était fait vraiment une commande spéciale. Là aussi, vous avez, tiens, tu reviens. Pour la taille, vraiment, il y a
Là, vous avez un gobelet en cristal moulé. Vous voyez, c'est quand même... là, cette taille qui est assez aussi extraordinaire, avec des panneaux à pointe de diamant, vous avez des côtes, vous avez des gaudrons, des choses comme ça qui demandent un travail. Même ça aussi, sur la taille de la boîte à mouches, c'est un travail extraordinaire. Ça sont les émaux. Ça, c'est Boudon de Saint-Amand. Ouais. Alors, c'est vraiment Wedgwood qui a donné l'idée de faire des cristallographies comme ça. Oui, la qualité de ça, c'est vraiment très bien. Les premières inclusions. Voilà, donc après Et là, voilà. ça a pu vous... Alors, si, je voulais vous montrer, oui, je ne l'ai pas dit, allez, c'est la dernière photo de Léon Darnis, 15 jours avant son décès. Vraiment, c'est très émouvant pour nous. Voilà. Bien, bah, merci beaucoup, Monsieur Dufresne, de nous avoir proposé cette conférence. C'était pour moi un plaisir. Et étant donné les questions qui ont été posées, j'en conclus que la conférence a beaucoup plu. Et voilà. Ben, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas connu, qui n'est pas connu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que c'est vrai, c'est rare que je fasse ce genre de... On m'interroge beaucoup plus souvent sur les presse-papiers ou sur les opalines, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose de très particulier que j'apprécie moi personnellement parce que je rends compte du travail que ça représente. Et c'est vrai que c'est un témoignage vraiment important du 19e siècle.